Ce qu'on appelle communément le survival est un sous-genre du cinéma d'horreur qui a été tellement inondé de bobines médiocres qu'on a parfois l'impression qu'il est devenu impossible d'y proposer un bon film. Pourtant, de temps à autre, une péloche un peu plus intelligente que la moyenne sort de nulle part et colle une petite claque au spectateur avant d'enfanter une vaste quantité de suites à la qualité variable, mais souvent décroissante. Au début des années 2000, cette péloche inespérée s'intitulait Détour mortel et nous a été proposée par un certain Rob Schmidt, dont cela reste à ce jour le principal fait d'armes notable. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison close. Aujourd'hui, sortez vos chemises à carreaux et préparez votre arc à flèches car on va parler d'un bon film. Le développement de Détour mortel débute en 2001 lorsque Summit Entertainment et Newmarket Group annoncent qu'ils s'associent pour produire Wrong Turn, traduit Détour mortel par chez nous et Sortie fatale au Canada, un film d'horreur à l'ancienne sur le point d'être réalisé par ledit Rob Schmidt. À l'époque, l'amateur de grands frissons n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, car à part le projet Blair Witch en 1999 et Pitch Black au début des années 2000, l'essentiel des films estampillés horreur est dominé par la vague du néo-slasher qui a déferlé depuis le succès de Scream en 1996. Dans ce contexte, inutile de préciser que le film scénarisé par Alan B. McElroy dispose d'un boulevard devant lui. Mais encore faut-il qu'il soit bon, et autant dire que ce n'est pas gagné d'avance quand on voit le CV du bonhomme qui comporte, entre autres, les scénarios d'Halloween 4, soit l'un des chapitres les plus anecdotiques de la saga, ainsi que deux adaptations qui ont durablement rayé les rétines des spectateurs, à savoir Spawn, la célèbre transposition nanardesque du comics du même nom, et l'adaptation du jeu vidéo Tekken, dont la note sur Rotten Tomatoes atteint le chiffre faramineux de 31%. Wow. Pourtant, contre toute attente, le natif de Cleveland va livrer une histoire tout à fait correcte, peuplée de personnages attachants et de situations tendues comme des strings, à défaut d'être original. Mais de quoi ça parle donc ? Eh bien, je vais vous le dire, bande de petits spectateurs impatients que vous êtes. Un couple part nous faire une mission impossible 2 dans une forêt éloignée de l'ouest de la Virginie, mais puisque la jeune femme n'est pas Tom Cruise, ce qui doit arriver arrive, et pendant qu'elle tente de remonter par ses propres moyens, parce que son homme est un gentleman à toute épreuve, dépêche-toi un peu! Celui-ci ne trouve rien de mieux à faire que de lui souiller le visage. Étonnée que ce ne soit pas le même liquide que d'habitude, la jeune femme se dépêche de remonter, mais elle n'est définitivement pas Tom Cruise et la chute s'avère vertigineuse. Mais en fait ça va, les chutes en alpinisme c'est pas si grave, puisqu'elle trouve quand même la force de tomber dans le piège que lui a tendu son mystérieux agresseur. Attention, un générique à la Seven! C'était la mode à l'époque. Il est donc temps maintenant de faire connaissance avec notre héros, Chris Flynn, étudiant en médecine qui doit se rendre à un entretien super important. Ouais, c'est toujours super important dans les films. J'imagine qu'aller chercher les croissants du matin, ça crée moins d'enjeux. Eh ben vous savez quoi, imaginons un peu ce que ça pourrait donner. Je vais jamais y arriver. Ouais, revenons-en au film. Manque de chance pour Chris, des produits chimiques se sont renversés sur la chaussée et il se voit donc contraint de prendre une autre route s'il veut arriver à l'heure. Une route où bien évidemment, on ne trouve aucun réseau téléphonique. Je sais qu'elle vous avait manqué depuis l'épisode sur le Leprechaun. Alors s'il vous plaît, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour le retour de la boîte à clichés. Cliché. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Une station essence chelou, peuplée de rednecks édentés, alcooliques et agressifs. Oh putain, déjà ? Ok. Chris remarque alors une carte détaillée où un raccourci encore plus rapide est indiqué. Un raccourci paumé qui est, bien évidemment, dénué de toute vie. Mais distrait par un cerf-mort, il rentre dans une Range Rover garée au milieu de la route. Sans doute des Parisiens.
La dite Range Rover appartient en fait à un groupe d'amis venus faire de la randonnée et il se trouve que leurs pneus ont été crevés par du fil barbelé disposé en travers du chemin. Perso, ça m'inquiéterait un peu, mais bon, eux ils ont l'air de le vivre plutôt bien. À chacun ses angoisses. Une partie d'entre eux se décide à partir chercher de l'aide, tandis que les autres restent pour garder les voitures et en profiter pour fumer un peu de Marie-Jeanne. Ah bah je me demande bien s'ils vont mourir, tiens. Chut, calme-toi. La jeune femme propose des galipettes au jeune homme, qui bien entendu ne se fait pas prier. Quand on se fait des mamours. Si en plus ils se mettent à baiser. Bah, ils ont jamais vu de film d'horreur ou quoi? C'est alors qu'un bruit étrange attire l'attention du jeune homme qui a la bonne idée de s'aventurer dans la forêt pour en découvrir l'origine. Ils ont fait 2 groupes de 1, et puis ils sont morts tous les 2. Au bout d'un moment, sa copine qui s'ennuie finit par se rendre compte qu'il ne va pas revenir tout de suite et part le chercher, mais elle tombe sur l'une de ses chaussures, puis sur son oreille. Horrifiée, elle trébuche à son tour et se fait salement dessouder par une silhouette munie d'un fil barbelé. Et tout ça pendant qu'au même moment, plus loin dans la forêt, l'autre moitié de la petite bande a décidé de faire une petite blague au relou du groupe. Et un jumpscare gratuit, un. Bon, avec tout ça, le quatuor finit par arriver à une cabane isolée. Relou a alors un éclair de génie et en profite pour mettre en garde ses camarades. Je dois aller aux toilettes, moi. Ouais, mais je crois que tu devrais te rappeler d'un petit film intitulé Délivrance. Délivrance est un film américain réalisé par John Boorman et sorti en 1972 qui adapte le roman du même nom de James Dickey. On y suit 4 hommes partis pour un week-end en pleine nature qui vont se retrouver face à des locaux pour le moins hargneux et un brin facétieux puisque ces derniers ne vont pas hésiter à humilier et sodomiser les touristes. Une scène qui fait d'ailleurs partie de mes plus grands traumas de cinéphile, je me souviens encore très bien de la première fois où j'ai vu le film, et que la série South Park a parodié dans un excellent épisode. Well, well, Indiana Jones. Get them britches down. Yes, sir. Come on, squeal. Bref, Délivrance n'est rien d'autre qu'un survival sans concession qui s'est instantanément hissé au rang de classique et que vous devez voir au moins une fois dans votre vie de cinéphile. Mais revenons-en à Relou qui tient manifestement à ses fesses. Malheureusement pour lui et pour son fessier, son élan de lucidité est vite étouffé par ses comparses qui décident, malgré son avertissement, d'entrer dans la cabane pour y trouver un téléphone. Il réalise alors avec horreur qu'ils ont mis les pieds dans l'endroit le plus épouvantable au monde, une chambre d'étudiant. Ah, je suis désolé, hein, mais avec autant d'assiettes moisies au mètre carré, je vous mets au défi de me dire que ça n'y ressemble pas. Forcément, tout le monde se sépare en groupe de 1 et comme dans tout cote étudiant qui se respecte, ils découvrent des armoires surchargées et un frigo rempli de trucs dégueulasses mais mangeables si tu te forces un peu. Terrifiés, ils tentent de s'échapper, mais pas de chance pour eux, c'est le moment que choisissent les étudiants en goguette pour faire leur grand retour, piégeant ainsi les jeunes couillons qui sont forcés de se cacher dans la cabane et de se rendre compte qu'ils sont confrontés à la pire race d'étudiants qui soit, des étudiants en médecine. Le chirurgien peut maintenant inciser au niveau de la cheville. Blague à part, vous l'avez compris, le trio s'avère être des cannibales extrêmement défigurés qui découpent puis dévorent Francine. Ah oui, au fait, elle s'appelait Francine, hein. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout. Hein. Ah, ne niez pas. Non, je le sais parce que chaque jour, des milliers de Francines sont invisibilisées en raison de leur prénom. Ayons une pensée pour elles, merci. C'était un message du comité organisationnel national né en avril de l'année du rat. Désolé. Une fois que les cannibales ont bien mangé, bien bu et qu'ils ont la peau du ventre bien tendue, ils décident d'aller se coucher, laissant ainsi le champ libre à leurs visiteurs pour qu'ils puissent s'échapper. Mais bien entendu, la grande évasion tourne mal et l'un d'eux se réveille. En s'enfouillant, le groupe tombe sur un cimetière de voitures bien creepy et ils sont vite rejoints par les 3 amis, ce qui donne à Chris l'idée du siècle. Oh, mais qu'il est con! La connerie étant contagieuse, Relou se dit qu'il ferait bien la même chose de l'autre côté, et au miracle ça fonctionne, puisque la diversion permet à ses amis de s'emparer du camion des consanguins, qui les poursuivent en imitant involontairement Pee-wee Herman.
Et c'est une fin de tournage pour relou, puisqu'il se prend ce qu'on appelle dans le métier une boromire, ce qui permet néanmoins à ses amis de s'échapper, mais pas pour longtemps, parce qu'un arbre malencontreusement tombé au milieu de la route les empêche d'aller plus loin. Les 3 survivants trouvent une vieille tour de guet, y grimpent et y découvrent une radio avec laquelle ils appellent à l'aide, mais personne ne leur répond. C'est alors que nous avons droit à un second éclair de lucidité de la part de l'un des personnages. On va tous y rester. Dans la foulée, ils aperçoivent les cannibales s'approcher de la tour avec des torches, et c'est là que la radio décide de leur répondre de la façon la plus discrète qui soit, alertant évidemment les cannibales par la même occasion. Incapables de pénétrer dans la tour, les cannibales décident purement et simplement d'y foutre le feu, ce qui ne laisse pas d'autre choix à Chris Carly et Jesse que de s'enfuir en sautant par la fenêtre. Et s'ensuit alors une très sympathique séquence de cache-cache dans les hautes branches qui se conclut comme il se doit, c'est-à-dire par une décapitation rapide et brutale. Je vous rassure, elle n'a pas souffert. La partie de cache-cache reprend alors de plus belle, et de branche en péripéties, Jesse et Chris parviennent à rallier une caverne derrière une cascade où ils se terrent jusqu'au lendemain matin. Mais les cannibales ne sont pas du genre à abandonner une proie bien fraîche, aussi ils ont vite fait de les débusquer et capturent Jesse, non sans avoir éjecté Chris de l'équation. Heureusement, le flic de service débarque pour mourir aussitôt, et Chris se découvre un pouvoir de téléportation. Pendant ce temps, Jesse attend de découvrir les joies d'une tournante dans une cabane glauque au fond des bois lorsque Chris, au volant du véhicule de police, fait une entrée remarquée. Ni une ni deux, il libère Jesse et tous deux s'enfuient à bord du camion des cannibales, non sans avoir pris soin d'appliquer la devise de l'armée américaine, ne jamais rien laisser intact derrière soi. Ils parviennent ainsi à rejoindre la station-service du début de film, où ils décrochent la carte avec le raccourci, et c'est la fin de Détour mortel. Ah tiens, j'aurais cru qu'on allait avoir une scène dans laquelle on apprenait que le gérant de la station était en réalité le père des cannibales. Ah ben voilà au moins un cliché qui nous aura été épargné. Oh, il y a une scène post-crédit. Dans cette séquence, le shérif adjoint vient enquêter dans les restes de la cabane, en pleine nuit bien entendu, parce que les horaires de bureau, c'est pour les tocards. attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux. Allez, je vais être honnête, j'adore ce film. Bien sûr, le scénario n'est qu'un ramassis de clichés enfilés les uns à la suite des autres comme un collier de perles, mais la réalisation ultra efficace de Rob Schmidt, couplée à une musique de qualité, rend Détour mortel particulièrement plaisant à suivre. En plus de ça, les personnages sont plutôt attachants malgré leur statut de cliché sur pattes et le manque de charisme évident de Desmond Harrington qui interprète Chris. Fort heureusement, il est épaulé de façon tout à fait efficace par Jérémy Sisto, Emmanuel Shriki et Elisa Dushku. D'ailleurs, petit fun fact pour briller en soirée, le nom du personnage incarné par Elisa Dushku n'est autre que Jessie Burlingham, à savoir le même nom que l'héroïne du roman de Stephen King, Jessie. Mais pas question de plagiat ici, car il s'agit d'un hommage totalement assumé par la production. Face à nos héros malheureux, le trio des montagnards est emmené par un acteur que j'adore tout particulièrement, Julian Richings. L'acteur canadien possède une filmographie longue comme le bras, avec des apparitions dans des œuvres aussi variées que Men of Steel, Urban Legend, Percy Jackson, Survival of the Dead ou encore Chasseur de frissons, mais je vous recommande tout particulièrement de jeter un œil à ses prestations dans Anything for Jackson, l'excellente série Chapelwaite adaptée de Stephen King, ainsi que le fandard Vicious Fun.
Toutefois, le talent de Julian Richings n'aurait pas pu faire de miracle sans le maquillage conçu avec la collaboration du maître Stan Winston, lequel n'a été crédité que pour sa production, alors qu'il a joué un rôle essentiel dans la conception du look des Hommes des montagnes, et plus particulièrement dans celui de la nouvelle icône de l'horreur que l'on nommera par la suite Treefinger, mais qui n'a pour l'instant pas encore de nom. Détour mortel sort le 30 mai 2003 aux États-Unis et le 30 juillet en France, et rencontre un joli petit succès au box-office puisqu'il double son budget initial. En effet, pour un peu plus de 12 millions de dollars investis, il en a moissonné près de 30 à travers le monde, ouvrant ainsi la voie à une franchise qui compte à ce jour pas moins de 7 films, dont un remake qui a fait hurler les fans. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a fait marrer, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous connaissez la manœuvre, le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit abonnement qui est très utile pour le référencement YouTube. C'est pas mal ça, hein, je l'ai piqué à ma fille. Le prochain film sera très certainement Wishmaster de Robert Kurtzman. En attendant, je vous dis à bientôt, regardez des films et attention, ça va couper!